Octobre, Halloween, le mois de l'horreur. Cette année, j'avais prévu plein de trucs super cool pour cette chaîne et malheureusement, rien n'arrivera dans les temps parce que j'ai eu le bon goût de choper le Covid après 3 ans de lutte acharnée sans l'avoir. Donc vous verrez certaines vidéos arriver dans les semaines qui viennent, notamment sur les origines du slasher, entre autres, et sur ma collègue horrifique aussi, où je vais présenter tous les films d'horreur que je me suis achetés cette année. Mais comme j'avais pas envie que rien ne sorte avant le 31 octobre, j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo de 3 films d'horreur hallucinants que j'ai découverts cette année. C'est parti. Alors, le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est Au service du diable de Jean Briçmé, un film sorti en 1971 et qui a la particularité d'être un film belgo-italien. C'est quand même assez rare pour le signaler. Alors, le film est disponible sur Shadows, la plateforme de streaming, comme ils le disent eux-mêmes, donc si vous avez envie de le voir, il est quand même assez facilement accessible. Mais c'est un film quand même assez rare et je pense que peu d'entre vous l'auront vu. En tout cas, moi, j'en avais vraiment jamais entendu parler avant de le découvrir totalement par hasard sur la plateforme. Le film est très bien tombé en fait parce que je l'ai regardé par pur hasard au moment où je faisais mes recherches relatives en fait à mon épisode sur les origines du slasher. Et alors que le film commence totalement comme un film gothique, et j'y reviendrai dessus, en fait il devient véritablement une espèce de proto-slasher dans toute sa deuxième moitié et c'est assez fascinant. C'est fascinant parce que le cinéma fantastique et d'épouvante alors français ou belge de ces années-là, il est un peu à la traîne, il n'est pas très existant. Alors peut-être que les fans du genre vont me corriger et vont me dire non, tu penses pas à tel ou tel réalisateur, mais c'est vrai qu'en France, à part Jean Rollin, je connais pas beaucoup de personnes qui se sont attaquées au genre vraiment de l'épouvante dans les années 70. Dans les années un peu avant, oui, mais plus effectivement sur une esthétique un peu gothique ou de l'épouvante à l'ancienne, un peu héritée de la Hammer. Donc un film fantastique belgo-italien qui fait penser à de l'horreur gothique un peu à l'ancienne, alors qui rappelle pas mal Le corps et le fouet de Mario Bava ou encore L'halluciné de Roger Corman qu'on connaît aussi sous le titre Le château de la terreur. Sauf que ces deux films-là sont sortis, je crois, quelque chose comme 62 ou 63, soit quasiment 10 ans plus tôt que Au service du diable. Donc c'est vrai que quand le film commence, on a ce sentiment d'une horreur un peu poussiéreuse, d'un film qui est un peu daté. Et ce qui fait que moi pendant la première demi-heure je commençais à me dire bon ok c'est sympa, ok j'apprécie le fait que on n'est pas beaucoup vu ça chez des cinéastes francophones, mais voilà, ça cassait pas 3 pattes à un canard, surtout que le film, on va le dire tout de suite, est assez kitsch sur certains de ses effets visuels, sur tout ce qui va être certains effets de disparition et d'apparition qui sont gérés avec des fondus ou des coupes assez sèches, donc tout ça fait un petit peu kitsch, mais soudainement, le film, voilà, comme je le disais, va au bout d'un moment se transformer en slasher. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que si je vous fais le pitch du film, c'est l'histoire en fait d'une bande de voyageurs qui sont dans un bus et qui, pour une raison dont je me souviens plus très bien, se retrouvent en fait à ne pas pouvoir rejoindre leur destination finale et vont se faire dérouter en fait par un mystérieux individu, le fameux mystérieux individu, qui va leur dire non, vous ne pouvez pas passer par cette route, mais vous pouvez aller au château juste là-bas. Château qui par ailleurs est un véritable château en Belgique qui s'appelle le château d'Antoing et qui a des décors formidables et qui vont vraiment donner tout l'aspect gothique du film. Donc le bus de voyageurs va être dérouté, vont se retrouver enfermés pour la nuit dans ce château sous une nuit évidemment d'orage et vont se faire éliminer les uns après les autres tout au long de la nuit. Donc quand on fait le pitch comme ça, on a vraiment l'impression d'un pitch d'un slasher plutôt lambda. Sauf que le film sort en 71, on est un an la baie sanglante de Bava qui est souvent considéré comme le slasher originel et j'en reparlerai dans ma vidéo dédiée. Donc déjà on a un film qui paradoxalement est à la fois en retard sur son temps, en retard sur son esthétique gothique et sur certains effets kitschou qui feraient un petit peu sourire Mario Bava, mais en même temps il est en avance sur cette mécanique d'élimination des personnages. Donc c'est à ce titre-là que moi je vous le recommande. Ceux qui sont amateurs du genre slasher, je pense que c'est un film intéressant à regarder, qui peut vraiment avoir quelque chose à amener, surtout en tant que précurseur.
Bon, faut passer outre ces effets kitsch dans toute sa première partie, parce qu'en soi, les scènes de meurtre sont plutôt inventives. Il y a une scène avec une guillotine, il y a une scène avec une vierge de fer, enfin, il y a vraiment des idées assez dingues dans le film. Et encore une fois, un film belge, enfin, c'est quand même assez rare pour le souligner. Bref, un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, surtout quand on regarde le jeu des acteurs qui est pas mauvais dans l'ensemble, mais est inégal. En fait, on a l'impression que certains acteurs jouent pas exactement dans le même film ou n'ont pas forcément compris dans quel film ils étaient et dans quel genre, à quelle intention donner à leur jeu. Mais voilà, encore une fois, un film assez surprenant dans son côté précurseur du slasher et aussi surprenant pour sa scène d'ouverture. Enfin, c'est ça qui m'a fait moi rester la première demi-heure, c'est la scène d'ouverture que je vous spoile pas volontairement parce que il s'y passe quelque chose d'assez vraiment troublant, pour le dire de façon un peu évasive et vous donner envie d'aller le voir. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez retrouver ce film sur la plateforme Shadows. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, c'est un film qui peut sembler vieillot et un peu kitsch, mais laissez-lui sa chance, ça peut valoir le coup. Le deuxième film dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, c'est Sanctuaire de Michele Soavi, dans une superbe édition du Chat qui fume, qui font vraiment des éditions Blu-ray incroyables. Donc Michele Soavi, c'est qui? Michele Soavi, au départ, c'est un technicien plutôt, qui qui assiste les réalisateurs, notamment Dario Argento, hein, dont on peut voir le chef-d'œuvre ici, Suspiria, qui a aussi assisté Lamberto Bava hein, sur les films Démon 1 et 2. Mais Michele Soavi a toujours eu une ambition de réalisateur et a toujours voulu prendre les commandes d'un film. Ce qui fait que en 87, il va accepter en fait assez rapidement une offre que lui est fait, je crois, Joe D'Amato, un producteur italien, j'allais dire épouvantable, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui a produit des choses à la fois terrifiantes ou alors même du porno bas de gamme ou des films érotiques à la con comme Emmanuel et les derniers cannibales, enfin bref, on passe. Et donc en 87, Michele Soavi a la chance de réaliser son premier film qui est Bloody Bird. Alors Bloody Bird, c'est un des noms qu'on connaît du film. Il est connu sous d'autres titres, c'est souvent le cas avec les films d'exploitation italiens, je connais pas les autres titres. Mais bref, Bloody Bird, c'est à cheval entre le slasher et le giallo. Autant dire qu'en 87, c'est un poil ringard. Mais malgré tout, alors que le film est une commande et part vraiment sur juste le principe de satisfaire bêtement l'audience en mettant des meurtres les uns après les autres, Michele Soavi déjà tire son épingle du jeu et sans en faire un chef-d'œuvre. C'est pas un film que j'affectionne énormément. Malgré tout, on voit qu'il y a déjà une patte, il y a une vision de réalisateur malgré le matériau qu'on lui donne qui est assez pauvre, le matériau initial. Surtout quand on bosse chez un mec comme D'Amato. Et donc, pour son deuxième film, en fait, à la suite d'un désaccord entre Lamberto Bava et Dario Argento, il me semble, le projet de Démon 3 va être confié non plus à Bava, hein, qui est donc le fils de Mario Bava, mais va être confié à Michele Soavi. Et Michele Soavi, encore une fois, va se saisir du matériau, mais en faire son projet à lui, tant et si bien qu'il va même le modifier en quelque chose qui deviendra donc Sanctuaire. Alors, Sanctuaire, ça parle de quoi? Le film commence avec des chevaliers teutoniques qui se battent contre des adeptes du malin, de Satan, et qui en fait les enferment sous une stèle, si je me souviens bien, et qui prévoient de construire une église autour afin de protéger le monde de l'arrivée du démon, du diable, de Satan, de Belzébuth, appelez-le comme vous voulez. Dans le temps présent, on se retrouve dans cette église qui a été construite par le passé, et alors qu'il y a des travaux pour la rénover, bon, vous doutez un peu de ce qui va se passer, les anciens démons vont être libérés, vont commencer à s'en prendre aux personnes dans l'église, mais le truc très intéressant dans le film, c'est qu'en fait l'église possède une espèce de système, en fait l'église va se verrouiller sur elle-même et empêcher tout ce qui s'y trouve à l'intérieur de sortir. Donc c'est un film à la fois d'horreur qui fait des passages dans le passé, qui est un film très ésotérique, mais en même temps qui est un film d'assaut inversé, c'est-à-dire ou de home invasion entre guillemets, c'est-à-dire de church invasion. Donc c'est déjà un film qui est à la croisée des genres et qui est à milieu des démons de Lamberto Bava, qui étaient quand même si c'est des films que j'apprécie notamment pour leur musique, qui sont quand même des films assez bêtes et méchants. Avec Sanctuaire, vraiment, Michele Soavi imprègne chaque photogramme du film d'une idée visuelle, notamment inspiré des tableaux de Jérôme Bosch, par exemple. Michele Soavi, il va vraiment essayer de créer des images qui vous percent la rétine à chaque instant
et qui sont vraiment dans un espèce de mysticisme, d'ésotérisme, qui des fois vous fait perdre pied, franchement, avec le cours du récit. Et en soi, c'est pas si mal parce que le cours du récit en lui-même, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On sent très bien que le projet qui était Démon 3, donc au départ, n'intéresse pas des masses Soavi, en tout cas pas en l'état où on lui a proposé, et donc se réapproprie le film. Et c'est à la fois une force parce qu'il imprègne de sa vision de réalisateur ce film-là, et c'est une faiblesse parce que c'est un film qui porte les stigmates de toutes ces réécritures. Et donc qui d'un point de vue narratif, malheureusement, est un peu bancal. Par contre, si vous êtes capable de faire l'impasse là-dessus et de mettre de côté les impératifs de cohérence absolue, je vous garantis que vous allez vivre un voyage assez exceptionnel parce que le film est d'une beauté plastique assez remarquable. Alors juste pour information, par la suite Soavi va réaliser 2 autres films, d'une part La Secte qui possède une ambiance assez proche de celle de Sanctuaire, avec encore une fois un scénario qui peut-être plus maîtrisé que dans Sanctuaire, mais qui encore une fois n'est pas le point fort du récit, mais par contre avec des images assez hallucinantes. Donc si vous voulez le voir, je vous encourage aussi également. À noter que Sanctuaire est disponible sur Shadows à nouveau, donc si vous souhaitez le regarder, c'est assez facilement accessible. Et je voulais simplement terminer sur le film Sanctuaire et sur Michele Soavi en vous signalant évidemment l'existence de Della Morte della More, donc son chef-d'œuvre à n'en pas douter. Et si vous souhaitez en savoir plus, allez voir la vidéo du Fossoyeur de film qui en parle, mais ça c'est un petit bijou. Et donc le troisième film hallucinant que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est Virus Cannibale de Bruno Mattei. Vous savez, il y a des moments où on se laisse porter par le vent de sa cinéphilie et il se peut que l'on s'égare sur les rives du nanar. Grand amateur de giallo et de cinéma italien des années 60 à 80 en général, le nom de Bruno Mattei a fini par me venir aux oreilles, naturellement. Consterné par le travail qu'il avait régurgité sur Zombie 3, j'ai eu la curiosité malsaine de m'intéresser à un film où ne planerait pas l'ombre de Lucio Fulci. Me voilà donc embarqué pour 1h36 de Virus Cannibale, et mon Dieu, quelle traversée! Parce que là, tout y est. Montage fait à la machette, jeu d'acteur épouvantable, plagiat, stock shot grossier, musique aléatoire, scénario confus, le maquillage réalisé par l'école primaire du coin pour la kermesse de fin d'année, bref, le naufrage est total. Tant et si bien qu'à certains moments, porté par la musique psychédélique et les images volées à un documentaire sur les papous, zéro blague, le film vous communique sa fièvre hallucinogène et vous poussera à questionner votre rapport au cinéma, au monde et au concept même de réalité. Allez, prenez soin de vous, salut à tous.